retour dans l'Africa News. Nous sommes toujours en compagnie de notre invité et avocat M. Nzamba ainsi que nos éditorialistes Jean-Marie Bitomo et Samuel Gembok. Et depuis plusieurs semaines, le prix de la tonne de fèves de cacao connaît une chute sur les cours de Londres et de New York. Le prix du kilogramme de cacao est fixé à 1000 francs CFA, risque donc de baisser. Un coup dur pour la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial. Alioune Guindo. Chute du prix de la tonne de fèves de cacao sur les marchés de Londres et de New York depuis plusieurs semaines. Conséquence en Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, le prix du kilogramme de cacao risque de baisser. Pour la campagne de commercialisation 2015-2016, ce prix était fixé à 1000 francs CFA. Une chute que certains spécialistes qualifient de désastreuse. Nous suivons tous l'actualité internationale. Nous savons ici que depuis le début de l'année, les cours ont perdu respectivement près de 7% à Londres et de 8% à New York et la situation ne fait que s'empirer. Ici, pendant les réunions, aucun des patrons n'évoque le problème. C'est un véritable blackout. Si cela continue, nous risquons de vivre la même situation fâcheuse de la fin des années 80. En plus d'être un coup dur pour les économies des pays producteurs de cacao, la demande mondiale de ce produit risque de se réduire. Pour la Côte d'Ivoire, les recettes issues de cette matière première représentent 15% de son produit intérieur brut et 40% de ses recettes d'exportation. Depuis 2012, nous sommes en stabilisation. Ça dit qu'on a un prix garanti à l'avance, nous faisons la vente anticipée. Donc le prix qui a été donné en début de campagne, c'est-à-dire le 1er octobre par le président de la République, à 1000 francs, c'est un prix qui a été garanti. Et par conséquent, nous avons en cela une réserve de prudence qui est aujourd'hui montée à 140 milliards de francs CFA. Bon, donc il n'y a pas tellement d'incidence et heureusement que le prix qui a baissé a coïncidé avec la fin de la campagne. La baisse des cours du cacao aux bourses de Londres et de New York entraîne une crainte de la baisse des productions internationales en plein milieu de la campagne commerciale qui commencera en avril 2016. Pour l'heure, la question est à la garantie d'un prix minimum pour les pays producteurs de cacao. Samuel, le cacao a fait exception l'année dernière en étant épargné par cette chute des matières premières. Que s'est-il passé depuis quelques semaines ? Oui, je pense que tout cela est lié à la conjoncture économique internationale. Je pense que quand il y a crise quelque part, les effets de cette crise se font ressentir sur l'ensemble des économies. Cela démontre très bien que les économies aujourd'hui sont de plus en plus interdépendantes. On voit très bien que les conséquences de tout ce qui se passe en Chine a des incidences sur les économies, qu'elles soient occidentales, africaines, asiatiques ou latino-américaines. Tous les dominos sont interdépendants et du coup, aucun secteur n'est épargné. Et pire encore, des pays africains qui sont dépendants des matières premières. Et donc, ce sont les effets dévastateurs de cette conjoncture économique internationale qui n'est pas favorable, notamment à l'explosion ou aux bénéfices que l'on peut tirer des matières premières. Pour le cas de la Côte d'Ivoire, je pense que c'est un coup dur. J'espère que c'est un coup qui ne sera pas structurel et qu'il sera juste passager, parce que la Côte d'Ivoire a misé excessivement sur le cacao au cours de ces dernières années et ça a d'ailleurs été un des principaux viviers de l'économie nationale. Donc je pense qu'il est important, encore une fois, nous le rappelons chaque fois, de diversifier les économies. Monsieur Nzamba ? Oui, voilà. Je pense que notre ami Samuel a anticipé ce que j'allais dire parce que, en fait, ça peut être un mal pour un bien, on va dire cette petite crise, parce que ça peut aider aussi à réfléchir sur d'autres possibilités de générer de la richesse et de ne pas seulement avoir une économie de rente ou de cueillette où on attend que la nature donne et puis on vend et puis on reçoit de l'argent. Il faut partir du principe que la première richesse d'un pays, c'est d'abord les hommes. Il faut former les hommes d'abord à réfléchir, à être inventifs, à innover, à créer des outils qui peuvent permettre donc de générer de la richesse dans un monde de plus en plus compétitif, dans un monde de plus en plus dur sur le plan économique, où ceux qui ne produisent pas, ne réfléchissent pas, n'inventent pas, sont, je dirais, déterminés un jour ou l'autre à disparaître sur le plan économique. Parce que les richesses naturelles, c'est pas des biens qui sont pérennes dans le temps. Alors que l'intelligence, c'est un bien fertile, intemporel. Donc il faut miser plus sur la formation, je dirais pour la Côte d'Ivoire, la formation sur l'innovation, sur la créativité dans les entreprises pour générer plus de richesses
autre que issus de la vente des matières premières. Et la compagnie de production d'électricité au Kenya va mettre en place une centrale géothermique de 150 MW. Cela nécessite un financement de plus de 300 milliards de shillings. Le pays est donc en quête d'investisseurs. Oumo Kelsumba. La compagnie nationale kenyane d'électricité Kengen est à la recherche d'un financement estimé à plus de 3 milliards de shillings. Objectif, augmenter la capacité énergétique du pays de près de 500 MW d'ici 2017. En décembre, Kengen avait déclaré qu'avec 160 milliards de shillings, soit 1,57 milliard de dollars dans un premier temps, elle pourrait démarrer le projet. Une partie des fonds proviendra de l'augmentation du capital déjà approuvée par ses actionnaires. L'agence japonaise de coopération internationale a déjà prévu un financement d'environ 370 millions de dollars pour Olkaria 5, qui est en réalité le prochain grand projet que nous mettrons en œuvre. Concernant ce projet, pour le moment, nous en sommes au stade de l'appel d'offres. Nous avons déjà préqualifié les entrepreneurs et nous avons envoyé le document de l'offre à la JICA pour approbation. La politique énergétique du Kenya repose en grande partie sur les énergies renouvelables comme la géothermie et l'hydroélectricité. Le gouvernement prévoit cette année de revoir à la baisse les taxes liées à la production électrique et d'aborder des problèmes préjudiciables aux entreprises kenyanes. Nous nous attendons à une augmentation de la production et de la demande de l'électricité. Les populations ont besoin d'une fourniture d'électricité stable. Un secteur énergétique développé attire davantage d'investisseurs internationaux. Quant à Kengen, nous allons augmenter la capacité en espérant une fixation rapide. Kengen prévoit également un projet éolien de 100 MW dans le centre du pays, dans la ville de Meru. Il faut un budget de 100 millions d'euros pour sa réalisation. Ce projet pourrait générer 400 MW d'ici 2025. Jean-Marie, on a quand même l'impression que la politique énergétique du Kenya est payante puisque ce pays d'Afrique de l'Est est pionnier en termes de géothermie. Nous insistons toujours sur ce plateau, sur ce qu'on appelle les secteurs stratégiques. On parle toujours des infrastructures. Donc, ces infrastructures-là sont nécessaires. Il y a un autre invité qui parlait tout à l'heure, si vous voulez, de la chaîne de développement et de la diversification de l'économie. L'électricité est au centre, si vous voulez, de l'industrialisation de l'Afrique. Quand vous avez un pays qui se rend compte que c'est vraiment la voie qu'il faut suivre, ici, là, on peut mettre en place des stratégies énergétiques qui sont des stratégies qui sont tournées vers l'extérieur. J'ai toujours dit sur ce plateau, et j'aime à me le répéter, je le répéterai tout le temps, c'est que les pays africains doivent être habitués à prendre nos avantages naturels que nous avons et les transformer en avantages compétitifs. La géothermie est là. C'est une énergie qui est relativement moins contraignante. Elle est en abondance. Donc, dès cet instant-là, que doivent faire nos économies ? L'électrification, si vous voulez. L'électrification d'un pays, ce n'est pas tout simplement donner de la lumière, si vous voulez, aux populations. C'est pouvoir préparer, si vous voulez, les étapes de l'industrialisation d'un pays. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on sait que des petites industries jusqu'aux plus grandes, ça tourne avec l'énergie électrique. Donc, que le Kenya, si vous voulez, axe toute sa stratégie pour, déjà, ce qui est bien, pour une énergie propre. Là, on tombe sur la géothermie. Comme il y a des potentialités naturelles du pays, pourquoi ne pas les exploiter au lieu d'importer, si vous voulez, des technologies extérieures qui sont des technologies qui vont encore contraindre et accélérer la dépendance. Parce que quand on parle d'éoliennes, on dépend encore de l'extérieur. Merci Jean-Marie. Merci Amira et bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Merci à vous également Samuel. Merci Amira, bonsoir. Et merci à vous Monsieur Nzamba pour vos analyses. Merci Amira. Vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission, mais l'Africaine Zone, ce n'est pas fini, puisqu'on se retrouve demain, cette semaine toujours consacrée aux sociétés civiles. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous, à très vite.